Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue dans l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Alain et Olivia. Salut à vous deux. Coucou. Salut Ben. Salut, merci pour l'invitation. Voilà, bienvenue dans l'Instant Vertical. Vous êtes tous les deux des personnes qui font Olam, en fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter pour parler de votre prochain événement sur la démystification de l'éveil. C'est un sujet qui m'intéresse, démystifier l'éveil. Et donc, d'aller un peu triturer un peu là-dedans pour voir les intentions, les motivations, tout ce qui peut se passer autour de ça. Et pour vous présenter rapidement, Alain, tu animes Olam. Donc, Olam, si tu me redis ce que ça veut dire. Alors, Olam, ça a deux significations. La signification originale, c'est Olam, c'est un mot hébreu qui veut dire l'univers, le monde. Et Ouais. c'est inspiré de ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde dans l'approche kabbalistique. Voilà. Pour faire très humble. Ouais. On a juste ambition de réparer le monde, tu vois. Évidemment, comme tout le monde. Et voilà. Et après, quand on a créé le logo, etc., on a aussi vu que c'était l'acronyme de observer l'âme du monde. Donc, on a trouvé que ça correspondait aussi. Et voilà, c'était le petit jeu de mots au départ. Tu animes Olam, du coup, qui propose du contenu, des interviews, des enseignements, des événements autour de l'éveil, en tout cas de la réalisation du soi et d'observer la dame du monde. Et Olivia, tu es photographe. Tu fais quoi en fait? Tu es photographe, tu fais des interviews, tu t'intéresses à tout ça aussi, tu es entrepreneuse et du coup tu interviens aussi au sein de l'âme, si j'ai bien compris. Ouais, ben en fait, Alain m'avait contacté il y a quoi? Il y a les 5 ans, 6 ans, je sais plus. Et qu'est-ce qu'on a passé comme heure à échanger, à discuter. Il voulait créer une plateforme comme ça de partage de personnes inspirantes. Et puis, on a testé des choses. Et c'est surtout pendant le confinement, il y a eu... Alain, toi, tu as fait les interviews avec Didier et ces interviews live. Looking for Atman, si Looking jamais. for Atman. Alors, Looking for Atman, c'est venu après. Mais juste pour préciser. C'est venu après, ouais. Juste pour préciser, avant Olam, on avait créé avec Olivia ensemble une entité qui s'appelait Holy Life Prod. Voilà. Et donc, on avait commencé l'aventure ensemble sur l'organisation d'événements, etc. Puis, nos routes se sont un peu séparées. Et moi, j'ai créé Olam et Olivia contribue quand elle a envie, quand elle peut, à sa façon sur l'organisation d'événements ou sur des émissions en ligne. Voilà. Et il y a eu le Covid aussi qui a été un déclencheur pour les émissions en ligne. Et le tout gratuit. D'un seul coup, on se mettait tous à faire des émissions tous les 2 jours. Tout était gratuit pendant le Covid. Et donc, ça a boosté un petit peu la dynamique pour faire du online. Et de là est née la plateforme en ligne, etc., et les interviews. Et Looking for Atman, c'est venu un peu après, suite à plusieurs échanges avec Didier. Donc Didier Weiss, pour ceux qui savent pas qui est Didier. Voilà. Et c'est venu donc, je crois que c'est 2000. Le Covid, c'est 2020, c'est ça? Oui. Ouais. Et Looking for Atman, ça doit être 2021. C'était 2020-2021 parce que ça avait déjà commencé pendant le confinement. D'accord. Ouais. Je suis plus précis. Ouais. Super, merci pour ces précisions. Donc, je suis déjà ravi de vous rencontrer déjà personnellement parce que ça me parle ce que vous faites et j'ai l'impression que vous êtes des collègues. Ouais. Voilà. Et aussi parce que vous avez cet événement Démystifier l'éveil qui va être fin avril, là, donc le 20-21 avril prochain. Et ça fait pas mal de bruit sur la toile Internet, ce mot démystifier l'éveil.
Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que enfin, c'est ce que je veux faire aussi avec l'instant vertical. Et voilà, ma première question que je vous pose, c'est quelle était votre intention dans votre proposition d'organiser quelque chose qui s'appelle démystifier l'éveil? En quoi il y a un mythe de l'éveil? Alors, c'est Olivia qui va t'en parler beaucoup mieux parce que c'est elle qui est responsable du projet. Allez, vas-y, j'assume totalement. J'assume. Non, vas-y, Olivia, commence et puis je complète. Je pense que ce qui s'est passé surtout, c'est que moi, j'ai commencé à faire des interviews de personnes qui ont commencé sur Olam, donc à témoigner d'une façon assez récente, voilà, qui venaient de vivre cette compréhension et qui ont commencé à partager. C'était pas des personnes qui sont installées là-dedans depuis 10 ans, qui ont un discours rodé, qui ont une pédagogie. Et donc, c'est des personnes qui partagent d'une façon assez fraîche, au final, ce qu'ils vivent. Et donc, il y a eu ces interviews donc, dans l'émission Au cœur de l'histoire, enfin, des jeunes et des moins jeunes, hein, d'ailleurs. Et puis, je crois que de fil en aiguille, en fait, c'est arrivé que Alain m'a montré cette salle à Lyon qui était géniale et tout. On s'est dit, ah, ça serait trop bien de faire un événement dans cette salle. Et puis, il y a eu l'élan de faire venir plusieurs personnes avec leurs regards effectivement différents, mais surtout que ce soit des témoignages et pas des enseignements. Enfin, moi, c'était l'impression que j'avais, que c'était des gens comme Thibaut, des gens comme Anthony, même si aujourd'hui, Anthony fait quand même pas mal de satsang, Thibaut a écrit un livre, mais je veux dire, on est encore dans un regard assez frais, qui est pas justement un enseignement assez posé comme on peut le retrouver chez d'autres. Et puis, enfin moi, il y a quelque chose qui me touche chez eux, que ce soit Flav, on n'a pas pu l'inviter, mais je l'ai interviewé aussi au cœur de l'histoire. C'est vrai que la plupart, c'est des jeunes, entre guillemets, en âge, mais des jeunes de mon âge. Et moi, je me suis retrouvée en eux, en fait. Enfin, en partageant, c'est aussi des amis. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, personnellement, c'est vraiment mon chemin à moi. Je mettais l'éveil un peu loin là-bas. Enfin, tu vois des Juliane, des La, Didier. Enfin, voilà, des gens, moi, personnellement, que je mystifiais dans le sens, waouh, ils sont extraordinaires. L'éveil, c'est loin là-bas. Et c'est vraiment pas ça qu'ils disent, hein. Je redis, hein, Didier n'a jamais dit l'éveil est loin là-bas. Personne n'a jamais dit l'éveil est loin là-bas. C'est une idée. Donc la démystification, c'est comment justement aller regarder nos croyances sur l'éveil. Et le fait de penser que c'est loin là-bas et que c'est pour des êtres spéciaux et que c'est un truc extraordinaire. Alors je dis pas que c'est pas un truc extraordinaire, mais que c'est pas un truc. Enfin, ça peut être proche en fait et ça se vit dans l'intime. Et tout le monde a accès à ça puisque c'est ce qu'on est fondamentalement. Mais je crois que ce truc-là, j'avais pas bien compris. Et en discutant avec Flav, c'est une amie, elle habite juste à côté, donc on se voit souvent et c'est des discussions qu'on a. Thibaut, pareil, c'est un ami. Anthony, on a beaucoup échangé. C'est les mêmes mots en fait. Et j'avais moins de tension quand j'envoyais un texto à Anthony en lui disant ce que je vivais dans l'intime que quand j'en envoyais un à Didier en mode qu'est-ce que tu fais là, t'as suivi la semaine à Lisière et t'es encore en train de buter là-dessus. Même s'il est pas du tout comme ça, Didier est toujours dans cette patience à te répéter le truc même si tu l'as pas compris. Mais voilà, c'est moi, c'est mes tensions à moi, c'est mon stress à moi sûrement qui fait ça. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a d'autres chercheurs qui sont comme moi à projeter un truc loin là-bas et à idéaliser aussi ce truc de l'éveil, de se dire waouh, c'est vraiment, ça doit être un truc tellement ouf parce que vu comment, et je sais pas, je pense vraiment à Juliane parce que tu vois comment elle est, toute pleine d'amour, t'as l'impression qu'il y a la lumière qui arrive quand elle arrive, tu vois, c'est waouh. Et j'ai été un peu à côté d'elle, assise à côté d'elle et waouh, c'est quand même, je sais pas, il y a quelque chose chez elle d'assez spécial. Je dis pas que je le retrouve pas chez les autres personnes qu'on a invité et tout ça, mais moi, en tout cas, je fais moins de projections où, je sais pas, il y a eu un truc qui était beaucoup plus simple quand je discutais avec, voilà, avec des personnes qu'on a invitées, que ce soit Louane, soit Anthony, tout ça, voilà, c'est juste un truc un peu plus d'humain à humain. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Mais encore une fois, je le redis et je le répète, ça n'est pas, ça vient pas des autres, c'est moi qui vois ça. Et ça, Ouais, je bien tiens sûr. vraiment à le redire. Et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres chercheurs qui étaient un peu dans la même roue de hamster, quoi. Et donc, ils s'autorisaient pas à le vivre pour eux-mêmes. Qui voyaient pas que c'était déjà là. C'est des chercheurs, et c'est vrai qu'on en a reparlé avec Didier de cette idée de démystifier. Il m'a dit, mais redis bien ça. Quelque part, c'est des chercheurs qui ont déjà écouté le message, qui l'ont déjà entendu, qui l'ont déjà. Ça s'est infusé. Il y a eu peut-être
des moments, des glimpses, des moments où ça s'est vu, mais c'est ça le mot, c'est cette autorisation et cette confiance que c'est bien cela dont on parle, que cette reconnaissance, ça a été vu, mais quelque part, c'est pas, ça se dit toujours, non, ça devrait être autre chose, tu vois, on en est vraiment à quelque chose qui est très fin sur le chemin. Et ce passage-là, quelque part, je me dis, ben, ça peut faire du bien de rencontrer des gens qui sont comme nous, voilà, qui sont des amis, qui peuvent être très proches et qui te permettent de te rendre compte que c'est beaucoup plus simple qu'un truc loin là-bas. Voilà. Donc c'est comme une sorte de réactualisation générationnelle de code qui fait aussi que, tu vois, tu disais par rapport à toi, qui sont aussi dans ton actualité aussi, qui Les mêmes mots, vont... ouais. Ouais. Je me rends compte qu'il y a un truc vraiment de génération parce que si, il y en a qui ont lu Nisargadatta, Les Grands Sages, etc., et qui ont vraiment des mots particuliers. Et j'ai l'impression que c'est encore qu'une impression personnelle d'Olivia, hein. C'est vraiment moi. Je fais pas une généralité, je le redis parce que On a compris. je vois déjà, voilà, le J'ai truc. entendu. C'est moi qui le vis comme ça, vraiment. Je peux parler que de mon point de vue. Même quand je voyais Pierre et Gérald, je me disais, mais ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris, c'est pas possible, ils sont d'une autre planète, c'est pas possible. Et en fait, il y a un truc qui est très clair, c'est que l'éveil, la réalisation est teintée de la personnalité. C'est-à-dire qu'elle est, enfin, je veux dire, quelqu'un qui a fait une sadhana pendant 15 ans comme Pierre, dans sa manière d'exprimer ce qu'il vit, ça va pas être du tout la même chose que quelqu'un sur qui ça arrive du jour au lendemain. Et ça, c'est très clair aujourd'hui, j'en ai vraiment conscience que oui, après la réalisation, finalement, eh bien, l'intégration, même si certains diront qu'il n'y a pas d'intégration, et bien sûr que ce qu'on est là et ça se voit, mais il y a une forme d'intégration, on parle des vasanas, etc. Tout ça, ça fait que la manière dont c'est exprimé est différente. Quand tu parles à quelqu'un qui a fait 15 ans de sadhana, c'est pas la même chose que quand tu parles à quelqu'un qui a pas fait de chemin spirituel, qui a découvert le truc et qui partage simplement depuis son point de vue et même des fois qui trouve pas les mots. Et quelque part, pour moi, ben, je trouve que ça permet peut-être de s'autoriser quand on s'autorise pas à se rendre compte que, ben, en fait, il y a pas de différence entre cette personne et toi, en fait. Voilà. Alain? Oui, pour rebondir il y a plusieurs points. D'abord, sur le mot démystifier, il y a deux choses derrière. Il y a d'abord démystifier l'idée d'un événement éveil. Parce que ce que je vois en permanence dans les rencontres qu'on organise, c'est qu'il y a toujours cette attente d'un moment miraculeux où le ciel va s'ouvrir, les anges vont descendre et la vie va devenir toute rose. Et on a beau le dire et le répéter, il y a une attente d'un avant et après éveil, alors que ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a certains enseignants qui nous parlent de leur basculement, de leur éveil, qui mettent une date, une heure précise où ça s'est produit. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce qu'on a envie de dire, c'est aussi que je pense qu'il y a autant de voies d'éveil que d'êtres humains et qu'il y a des éveils progressifs, il y a des éveils... Dans le soufisme, on parle du goutte à goutte. On dit que la réalisation se déploie pendant toute une vie, doucement. Dans la non-dualité traditionnelle, on parle plus justement de ce moment de basculement dans le Néo-Advaita en particulier. Mais dans la Kabbale, on parle d'un chemin qui va être sur une vie ou sur plusieurs vies. Donc c'était ça aussi, c'était démystifier cette idée qu'il y a un événement qui va arriver à un moment précis, et aussi cette idée qu'une fois ce dévoilement, parce qu'en fait, il s'agit que d'un dévoilement, de voir quelque chose qui n'avait pas été vu, rien d'autre. Ce n'est pas l'assurance non plus d'une vie qui ne donne plus de coups, qui ne donne plus d'émotions, etc., etc. Même si on le sait et on le répète, et c'est dit, et c'est dit, et personne parmi les enseignants qu'on côtoie parle autrement. Mais il y a quand même aussi toujours cette idée d'une vie libérée et allégée, certes, mais pas... comment? Une vie plate. D'une vie plate où il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus, etc. Donc,
Voilà, il y a ça. Et puis, juste un dernier mot par rapport à la motivation derrière cet événement. Il y a aussi l'envie de continuer chez Olam ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire de proposer des nouveaux visages, des voix, des couleurs, des textures différentes, des témoignages. C'est un peu l'ADN d'Olam. C'est pas une seule voix, un seul enseignement, c'est des visages différents. Et même s'il y a des piliers et il y a une famille qui est présente dans la plupart des événements physiques et virtuels chez Olam, j'avais envie de contribuer à ouvrir la porte aussi à ces jeunes qui sont pas si jeunes d'ailleurs, entre parenthèses, forcément, mais qui sont nouveaux, on va dire, un petit peu sur le truc, et puis qui aussi utilisent des outils modernes. Les choses évoluent, le monde évolue, Internet évolue, YouTube a révolutionné tout ça, et ils s'en servent à fond. Et donc, on avait envie d'accompagner ce mouvement un petit peu aussi. Voilà. Super, merci. Et tu as fait un pont, Olivia, qui m'amène à ma deuxième question, du coup, qui s'adresse vraiment à vous deux. Tu as parlé que après l'éveil, on va dire qu'il y a toujours la personnalité. Et vous qui avez rencontré pas mal de gens qui enseignent, qui ont goûté à cet absolu, qui ont redécouvert cet absolu, si je peux le dire comme ça. Et est-ce que vous pouvez nous partager, si vous en avez envie, et au final, à quel point ça fait partie de la démystification de l'éveil, on va dire, mais à quel point, au final, le, les couleurs s'expriment pleinement, même si ça parle de la même chose, en fait. Hmm. Alors, tu veux qu'on balance, c'est ça? Les ragots, les ragots, les ragots, les Je ragots. voulais juste ajouter un tout petit truc. Je voudrais, si je peux me permettre, un tout petit truc avant parce que c'est marrant, j'en avais. En fait, quelque part, je vais répondre à ta question, mais je voulais juste ajouter un autre petit point que je trouve essentiel. Quand les gens partagent, c'est important d'affiner son discernement. Et là, je crois qu'un événement comme celui-ci, s'il nous parle, mais faites-vous confiance. S'il vous parle pas, juste, voilà, terminé, il n'y a rien à voir, on passe à la suite. Et ce truc d'affiner le discernement plutôt que de tout de suite aller dans la réactivité, parce que tu parlais un peu de, ça fait parler sur la toile. Pourquoi ça active comme ça le mental? Parce que le mental aurait besoin d'être rassuré. Ah, cet enseignement-là, il est sûr. Ce maître-là, il a fait ses preuves. Sauf que pareil, il y a un moment donné, c'est intéressant d'aller regarder, tiens, pourquoi ça a encore besoin d'être sûr ou de se rassurer? Juste, est-ce que le discours de cette personne vous parle? Est-ce que ce qu'elle raconte, ça vous parle? Est-ce que vous êtes touché ou pas du tout? Et ça, affiner le discernement, c'est important parce que s'en remettre toujours à quelqu'un d'extérieur qui vient vous dire si cet enseignement-là est recevable, si cette personne-là, son message est recevable, ça fait un truc qu'on n'est justement pas libre. C'est la recherche de la liberté qu'on recherche au final, cette véritable liberté. Ben, cette liberté, elle va aussi dans, regardez comment le mental vous reprend en fait une histoire d'un quelqu'un qui est valable et d'un autre qui ne l'est pas. Et ça, c'est souvent parce qu'on ne s'autorise pas soi-même à trouver cette vérité en soi. Donc, on ne se fait pas confiance. Et c'est là-dessus que je voulais pointer. Et on touche en même temps à cette notion de légitimité chez les enseignants. Et ça rejoint aussi ta question et la réflexion d'Olivia. C'est est-ce que cette personne a la légitimité pour transmettre? Est-ce qu'elle a l'expérience pour accueillir la souffrance des uns et des autres? Parce que c'est ça, au fond, Oui, bien sûr. la question. Et les mots justes et vrais. Et donc, ça touche à ta question aussi, parce qu'en les côtoyant depuis des années, souvent intimement même, à la maison ou dans des rencontres, dans des retraites, etc., on se rend compte que de l'authenticité des personnes. Et de mon côté, ça a toujours été le critère principal, depuis le début. Et je me suis trompé. Je ne donnerai pas de nom, mais je me suis trompé. Et j'ai appris à garder dans la famille Olam des gens qui sont dans la vie comme sur scène, j'ai envie de dire, et qui sont authentiques. Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde est parfait, qu'il n'y a plus de défaillance humaine, qu'il y a plus, etc. Il faut sortir de ça. Un enseignant spirituel, non duel ou autre, n'est pas forcément un saint. Ok, donc cette idée
je crois qu'il faut s'en débarrasser, mais d'une façon générale, je peux dire que les gens que je côtoie et qui sont vraiment authentiques, sont vraiment, on sent une véritable euh, tranquillité, j'ai envie de dire, et surtout on sent euh, un discours et des mots qui ne viennent pas d'un savoir. Et ça, c'est là le Ouais, véritable ouais. test. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu as quelqu'un qui est face à un groupe et qu'il y a une personne qui prend la parole et qui partage une souffrance, un questionnement, tu sens si l'intervenant va répondre les mots justes ici et maintenant, juste pour cette personne, ou si ça vient d'un savoir et d'une connaissance. Et ça, on finit à la longue par détecter ça. Oui, ça Et travaille le discernement, comme disait Olivia. Mhm. oui, oui, oui. Mhm. Et pour moi, ça a toujours été essentiel. Et comme je te dis, je me suis trompé parfois. Et c'était quoi la question au départ? C'était Ouais, ça, c'était non? ça, en gros, c'est-à-dire Ouais. aussi la couleur, au final, de chacun, mais c'est ce que tu es en train Oui, mais la couleur, pour moi, pour ceux qui sont avec Olam, Mhm. je les considère tous comme des amis Mhm. aujourd'hui. Tous Mhm. les intervenants, ce sont des amis que j'aime beaucoup, tous, les uns les autres. Et si c'était pas le cas, je pourrais pas continuer Mhm. à leur donner comment dire, ils ont pas besoin de moi pour avoir de la visibilité, mais je veux dire, les faire partager sur Olam, etc. C'est la condition, c'est que ça devient une famille, des amis, etc. Mhm. Olivia est d'accord, je Et pense, avec moi, non? ouais, si, C'est si, tous oui, des oui. amis, oui. Bah, moi, je peux pas parler d'amis pour tous parce que je les ai pas côtoyés, mais c'est des personnes pour qui enfin, il y en a plus que je connais plus ou moins, tu vois. Je peux considérer Didier comme un ami aujourd'hui. C'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance. Et voilà, tu parlais de personnalité. On a rigolé, je sais plus, la dernière fois, on échangeait justement avec Didier. Didier, il était impatient avant, il est toujours impatient. Voilà, on en parlait. Il a des moments de colère, mais vous vous rappelez bien que Nisargadatta, dans les échanges, vous avez déjà vu Nisargadatta Maharaj avoir des échanges avec des Ouais, bien chercheurs. sûr. C'est chaud quand même, la manière dont il leur parle, quoi. Bien Et sûr, bien sûr. on partageait de ça avec Pierre. C'était quand? C'était, je sais plus si hier j'avais eu Pierre Leray au téléphone. On discutait et on parlait du parfum, effectivement, un parfum différent après l'éveil et après la réalisation. Et il me parlait de trois mouvements. Je voudrais pas dire de bêtises, mais notamment un mouvement qui est plutôt comme Shiva, qui coupe, quoi, qui tranche, quoi, un mouvement tranchant. Il me disait, bah, Jésus, il faisait un peu partie de ce mouvement-là. C'était très drôle cette discussion. Et il me dit, bah, ah ouais, Nisargadatta, c'était ça, c'était ce mouvement tranchant. Et je lui dis, et toi, Pierre, avec Gérald, vous êtes plutôt dans quel... Il me dit, bah nous, on est plutôt dans la cohérence, dans la cohésion et l'harmonie. Tu vois, donc les discours sont déjà différents. Et alors après, c'était une séparation, c'était son point de vue d'expliquer ça, mais je trouvais ça intéressant. Voilà, il y a des parfums qui sont complètement différents. Et donc la personnalité joue. L'avant, en fait, l'avant, la vie de la personne avant aura carrément une incidence sur la manière dont ça se partage, les mots choisis. Ah, ouais, ouais, complètement. Ça peut pas être la personne avant était comme ça, la personne après est complètement différente. Il y a des choses qui, avec le temps, vont sûrement disparaître. D'ailleurs, on se rappelle même plus que c'était là. Mais il y a la nature de la personne, sa manière d'être, cette personnalité, elle est toujours là. C'est important de l'observer aussi. C'est important de l'observer et pour soi-même, il y a effectivement dans la mystification de la réalisation du soi ou de l'éveil, on se dit mais ça devrait plus être là. Et ça, c'est encore une pensée, c'est avoir, c'est un jugement. Qu'est-ce qui dit que ça devrait plus être là et ça devrait être là? Enfin, au final, et il y a une interview géniale et je crois qu'Alain, elle va intervenir, Louise, comment elle s'appelle? Oui, Louise, Louise sera sur Olam aussi. attends, je voulais son nom Louise de famille. Robideau. Louise Robideau. Oui, voilà, c'est ça. Je suis tombée sur une interview d'elle avec Diane Gagnon où elle explique très bien ce elle a vécu après l'éveil et les remontées des mécanismes, hein, ce qu'on parle hein, de Vasanas, etc. Mais ça peut prendre des années, hein, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est Charles Coutarel qui dit que ça lui a pris, je crois que ça lui a pris 20 ans, un truc comme ça, avant d'avoir l'impression que d'être établi. Alors, est-ce qu'on peut encore mettre des mots? Est-ce que ça va pas
encore. Mais voilà, ça prend du Mais temps après, de. ça change d'une personne à l'autre. C'est vraiment Et ça. oui, et ça change Et aussi ça d'une peut ne personne à pas l'autre. prendre 10 ans pour être Et ça, établi tout à fait, dans quelque tout à fait. chose, dans une joie, dans de l'amour, dans de la paix, etc. Ça peut être. La couleur ne change pas, la personnalité ne change pas. Simplement, les choses sont vues pour ce qu'elles sont, C'est ça. et il n'y a plus de dépendance à ce qui est un objet, une émotion, une pensée, un événement extérieur. Donc, les couleurs continuent, mais il n'y a plus ce va-et-vient émotionnel, etc. On parlait de colère, tu vois, Desjardins était connu pour ses colères aussi, mais ça durait 2 minutes. Et puis après, il avait oublié qu'il était en colère. Il n'y avait pas d'accroche, il n'y a plus d'accroche à ces choses-là, quoi. Ça ne veut pas dire que, voilà, tu parlais de Didier qui est aussi, tu vois, Impatient. on parle beaucoup de Didier quand même dans cette émission, je trouve. Parce que ce truc de démystifier, on en a parlé un peu. Bah si, pour le dire, si, on en a parlé avec Didier et qui me demandait est-ce que ça va pas plus desservir que servir les chercheurs, tu vois? Et on en a beaucoup parlé. Il m'a dit est-ce que ça va pas créer de la confusion? Est-ce que voilà? Et donc on a échangé. Je lui ai dit bah oui, mais regarde, Je crois pas quand on voit moi c'est ce que je les pense. personnalités qu'on a invitées, Mm. là, ces témoignages qu'on va entendre tous ensemble. Je crois qu'on a affaire à des témoignages variés, différents, avec des voix différentes. Tu vois, par exemple, on a une Elvira sur qui l'éveil lui est tombé dessus, on va dire. Elle n'a jamais ouvert un bouquin spirituel de sa vie, elle s'est jamais intéressée à tout ça. Et pourtant, maintenant, elle ne partage que sur ça, pratiquement. Et d'autres qui ont vécu des années de sadhana, de quête, etc., et qui ont tout lu. Donc ça varie vraiment, et c'est ça qui est beau à voir, parce qu'on peut s'identifier à ça. Bien sûr. Chacun peut s'identifier différemment en fonction de son parcours, et je crois que c'est ces couleurs qu'on va entendre. Alors, effectivement, ils ont pas tous 20 ans de partage et de satsang, etc. On a l'impression que c'est un peu ça que les gens veulent aussi. Une sorte de... Parce que les gens aiment Le bien, maître. les gens aiment bien un maître. Voilà. Les Voilà. gens aiment bien mettre celui qui vient partager sur un fauteuil avec un coussin doré et des guirlandes autour du cou. La dévotion. La J'exagère et je dévotion. rigole, Non, mais mais on a besoin de dévotion. il y a ce besoin de croire que celui qui est en face de moi a quelque chose en plus. Alors, comme le dit Didier, puisqu'on cite Didier, au contraire, il a quelque chose en moins. C'est ça dont Didier nous parle à chaque fois. Mais il y a ce besoin justement de se dire, il a atteint quelque chose que je n'ai pas encore. Et il va me montrer comment y arriver. Et cette posture, elle est alimentée souvent par les gens. Souvent, l'intervenant lui-même tombe. C'est le danger de l'intervenant qui peut tomber et alimenter ça, cette distance et cette posture. Et il y en a dans le milieu. Et là aussi, c'est un élément, un critère. Quand tu vois quelqu'un qui n'alimente pas ça du tout, c'est chouette à voir. Et donc, pour finir ce que tu dis, bah justement, là, l'idée, c'est d'inviter des gens qui ne sont pas dans Oui. ce truc-là, en Qui ne sont fait. pas Voilà. du tout là et qui viennent témoigner de leur parcours de vie. Et il se trouve que certains partagent, il se trouve que ceux qu'on a invités, on partage, mais on aurait pu aussi inviter 6 autres personnes qui ont vécu un retournement, un basculement, peu importe comment on l'appelle, et qui ne partagent pas du tout, et qui continuent à faire du pain, et qui sont boulangers, et qui sont menuisiers, etc., mais qui ont aussi des choses à raconter sur leur quête spirituelle. Ça aurait pu être ça aussi, parce qu'il y a aussi plein de personnes comme ça qu'on n'entend pas et qui vivent ce parcours. Je trouvais intéressant d'avoir des gens, certains sont thérapeutes parmi les gens qui accompagnent. Donc, quand tu disais, enfin, parmi les gens qui vont venir là, qui vont partager, quand tu disais, est-ce qu'ils sont légitimes, etc. Moi, je trouve que déjà, en ayant, tu vois, même sans parler d'éveil et de réalisation du soi, la posture du thérapeute, c'est vraiment une posture d'accueil, en fait. Et quand tu parlais que dans ces rencontres, il y a beaucoup de gens qui balancent leur souffrance, enfin, voilà, qui expriment leur souffrance, qui sont dans des états, des fois, vraiment mal. Le fait d'avoir pas mal de ces intervenants qui sont aussi des thérapeutes, c'est déjà aussi pas mal, quoi, au final. Et puis cette légitimité, comme tu le dis, Alain, ça vient surtout d'une authenticité, en fait. Et moi, et tu m'as dit la même chose, on sent une authenticité chez chacun d'eux, et voilà, et on partage en off avec chacun, et on voit bien ils sont tels qu'ils sont, en fait. Ils se montrent tels qu'ils sont. Et cette authenticité, à mes yeux et à nos yeux, je pense, est plus importante
Tout que de à fait. savoir s'ils sont 100% réalisés, Tout à fait. demi-réalisés, Tout à mi-cuits, fait, tout à cuits, fait. Ouais, éveillés, basculés ou pas basculés. ouais, carrément. Merci pour ces partages. Pour vous, pour aller un peu dans le sens de ce que vous êtes en train de partager, moi j'ai eu la grâce, la grâce, la grâce d'avoir un maître indien en Inde, chez qui j'allais, avec qui je passais du temps, et au final, le plus grand enseignement que j'ai reçu, c'était pas ce qu'il me disait ou ce qu'il me faisait faire, même s'il me faisait faire des trucs un peu bizarres des fois. C'était en fait de voir la vie quotidienne, en fait, de voir que c'était un humain parfaitement humain. Et c'est ça qui a fait fondre le plus de choses chez moi, c'était de voir en fait que les couleurs et les goûts et la personnalité étaient là et qu'au final, on peut goûter à cette notion d'absolu. Elle peut être présente, elle peut être vue comme réalisée, qu'il y a une désidentification totale de choses qui surviennent comme ça, qu'on peut appeler des pensées ou des mouvements, des trucs comme ça. Mais que ça reste quand même quelque chose qui était déjà là avant et qui irait toujours là après, et que ce que tu faisais avant, ça se transforme au rythme naturel des choses, mais c'est les goûts et les couleurs, c'est ça, quoi. Je veux dire, de voir l'humanité complète de la personne que je considère comme mon maître, ça a été une plus grande, ouais, le plus grand enseignement que j'ai reçu, en fait. Ça a coupé court à Jesus et compagnie, quoi, tu vois. Cet imaginaire de Jésus, j'imagine bien que quand tu étais avec Jésus, ça devait être un humain pur, quoi, tu vois. Un bon humain, mais avec ses bons trucs, tu vois, d'humain, quoi. Et c'est ça l'image un peu qui crée des mythes, en fait. Quand on crée un mythe, on le met en fonction de l'intention qu'on a, et ils sont importants, les mythes. Ils amènent à amener une compréhension, mais c'est une chose de les voir comme des mythes, et là, c'est le discernement, pour moi, que tu évoquais, qui est important. Et c'est ce que j'ai reçu peut-être aussi comme démarche. J'ai une pratique assez yogique au final, mais dans le yoga, on t'apprend à discerner, en fait. Et c'est ton discernement qui fait qu'à un moment, tu prends les choses à partir de toi, en fait, à partir de ce qui parle pour toi. Voilà. Et donc, il ne peut pas y avoir une vérité en soi. La vérité, elle est goûtée. Mais je veux dire, elle peut pas s'incarner dans la matière en disant ça, c'est la vérité, ça, c'est pas la vérité. Tout à fait. Hmm. C'est plus une idée, de toute façon, hein. À la fin, Ouais, voilà. même l'idée même d'une réalisation ou d'un éveil, c'est peut-être même la dernière idée qui Hmm, doit tomber et qui peut tomber. Et hmm, quand hmm, tu dis les mythes, ce que je trouve, il y a deux mouvements, enfin, depuis mon point de vue, il y a deux mouvements. C'est que le mythe, on en a besoin pour nous extraire. Et je parle là de gens qui sont dans une vie quotidienne et qui sont peut-être pas heureux dans leur vie, et que le mythe de l'éveil ou le mythe de quelque chose qui peut être différent, ou d'une spiritualité, d'une hmm. quête spirituelle, peut les amener à sortir de cette routine qui ne leur correspond plus, qui ne leur va plus. Et une fois que on commence à cheminer, une fois qu'on commence à cheminer, quand on est sur le chemin, à un moment donné, effectivement, Mais c'est cette idée de la deuxième épine qu'on abandonne à un moment donné, quoi. On se sert de cette deuxième épine qui est la non-dualité, le chemin spirituel, toutes ces pratiques pour venir sortir cette épine, cette première qui nous fait souffrir. Mais à la fin, on lâche les deux, quoi. Et juste pour rebondir sur cette notion de vérité qui est, je trouve, moi, toujours extrêmement dangereuse, cette idée qu'il y a une vérité, d'abord, c'est une source de séparation et de conflit et de conviction, toujours en permanence. Et que malgré le fait qu'on se débarrasse du mythe et qu'on démystifie, etc., euh, on essaye de garder aussi cette notion d'émerveillement et de beauté et de grandeur de tout ça aussi. Il y a pas de volonté de désacraliser complètement l'histoire. On s'est bien rendu compte que quand on touche à cette nature réelle, c'est accompagné d'une forme de joie, de béatitude presque, j'ai envie de dire, de merveilleux, qui n'est pas question de galvauder. Et ça, je tiens à le préciser à chaque fois. Il y a la quête, qu'elle soit finie ou qu'elle soit en cours, est accompagnée de quelque chose d'absolument magique et de merveilleux. Et ça, c'est quelque chose que je tiens toujours à préserver. Eh ben merci. Et donc l'événement, c'est dans Le le 20 et 20-21 21 avril. 20-21 avril. Donc au moment où vous écoutez cet épisode, vous regardez votre calendrier. Voilà. Merci Alain, merci À Olivia. Lyon. C'était À Lyon. à Lyon, à À Lyon. Lyon, à Ouais. Lyon, à À Lyon. En Lyon. présence. Merci. C'est-à-dire, En on y vient présence, avec de la c'est pas en grâce, ligne. en présence de la grâce suprême et des êtres éveillés qui vont planer au-dessus de nous.
Voilà, genre grand-chose. Là, on a bien démystifié. Merci pour l'invitation, Ben. Merci, Benjamin. Merci. Merci Et beaucoup. si des personnes ne connaissent pas Olam, s'ils veulent trouver Olam, qu'est-ce qu'ils cherchent Mais sur tout le Internet? monde connaît Olam, Ben. Mais évidemment, ça m'étonnerait que des... Attends, sur les gens qui écoutent cet instant vertical, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Olam. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est olam.life. Voilà. Olam.life, ça marche. Donc si vous ne connaissez pas Olam, allez voir dessus, vous verrez la trombine de Alain et la trombine d'Olivia. Et tout ce qu'ils proposent, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. À très vite et puis je vous souhaite un bon événement démystifié. Merci beaucoup de votre écoute. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via la plateforme Tipeee qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est cool avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao.